Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir, bonjour à tous. C'est votre abonné depuis le Gabon. Commentez, likez, partagez. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue avec ma nièce. Bon, on va dire que j'ai une nièce, l'enfant de ma soeur. Genre, ma soeur est trop dans le groove et tout. Donc, pour elle n'a pas vraiment le temps de garder son enfant. Donc, là où elle peut déposer son enfant partout, elle dépose. Le souci avec elle, c'est que même si tu gardes son enfant, si quelque chose se passe, elle a tellement une longue bouche qu'elle est du milieu, elle te critique, même dans les réseaux sociaux, partout, tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Donc beaucoup ont refusé de garder son enfant. Dans un temps, elle partait déposer chez le père, l'enfant un peu, en tout cas, chaque année, l'enfant a une nouvelle affectation. Une jolie petite fille, bien jolie. Maintenant, un temps, ici à la capitale, elle me disait non, s'il te plaît, tu peux d'abord prendre l'enfant. J'ai pas de moyens. En ce moment, on vient de me mettre dehors. Je n'ai nulle part où aller, même si c'est moi que tu refuses. Et prends quand même ta fille. Tu vas lui garder avec toi le temps que je cherche quelque chose à faire. Tout ça là, c'était faux, sans que je le sache. Donc, j'ai pris l'enfant avec mon cœur de pitié, j'ai emmené l'enfant à la maison, tout. En ce moment-là, je travaillais sur mon compte et j'étais aussi tout le temps à l'église, prière et autres. Donc, quand je finis, je l'emmenais un peu partout. Une petite de 6 ans, 7 ans. Quand on finit 17h, on part à l'église. Ce qui m'a d'abord fait un peu peur quand je l'emmène à l'église. La petite me dit non, je ne veux pas rentrer à l'église, laisse-moi dehors, je veux rester à jouer. Bon, comme il y a souvent aussi d'autres enfants dehors qui font beaucoup de bruit, qui pleurent à l'église, j'ai dit il n'y a pas de souci. Je finis mon culte, la petite est là, on sort, on rentre. 2 à 3 fois, comme ça. Après, elle m'a dit non, maman, au lieu de m'emmener à l'église, laisse-moi à la maison seule, je vais rester, il n'y aurait rien. Je vais aller jouer avec les enfants de la voisine. Voisine que moi-même, je n'ai jamais mis pied chez elle, c'est seulement bonjour dehors, comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Avec les enfants de la voisine, elle jouait. Je partais à mon église, je partais à mon travail, je revenais. Après, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. Quand je dors, je fais des mauvais rêves. On vient me combattre, on vient me taper et tout. Quand je me réveille le matin, je ne sens pas mes genoux. Moi qui ne restais vraiment presque pas à la maison, je partais travailler, j'avais un peu des clientes un peu partout. On m'appelait, viens ici, viens là, machin. Je sentais que non, je suis tombée. Je ne sentais pas mes genoux. J'ai d'abord laissé, j'ai dit non, c'est sûrement la fatigue, ça va passer. Mais ce qui me faisait peur, c'est que la même position que l'enfant dormait, elle prenait jusqu'au matin, elle ne tournait pas, elle ne bougeait pas. Ça aussi, j'ai banalisé, j'ai dit, ouais, c'est un enfant. 2e jour, 3e jour, je n'arrivais plus à sortir. On m'appelait à gauche, à droite. Je ne me sentais pas bien. À peine je me levais, même la voisine était là, elle me disait, ah, toi, depuis quand toi tu es à la maison? Toi, on sait seulement que tu rentres le soir, tu dors le matin, on t'a déjà appelé, tu es parti travailler à gauche, à droite. Je dis, ah, je ne sais pas. Depuis quelques jours, je ne me sens pas vraiment bien. Après, elle m'a appelé à côté. Elle m'a dit, l'enfant là, c'est ton enfant. Je lui ai dit, oui, c'est ma fille. Elle dit, dis-moi la vérité. Je lui ai dit, oui, c'est ma fille. Elle dit, non. La petite là, elle m'a dit que c'est pas ta fille,
c'est la fille de ta soeur. Elle a tout raconté de tout ce qui se passe dans la famille, tout. Elle racontait ce que la voisine m'a dit. Voisine là et moi là, c'est bonjour. Je ne savais même pas qu'une petite fille comme ça pouvait parler comme ça. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, bon, que ça reste comme ça. En tout cas, elle est là seulement pour un temps. De toute façon, je me sentais mal, je suis allée à l'église. Après là, j'ai pris des encens, J'ai allumé l'encens le soir, j'ai allumé l'encens. La petite était encore chez la voisine. J'ai allumé l'encens, j'étais assise devant la porte, je priais, Seigneur, aide-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il était presque 22 heures. La voisine a fait sortir l'enfant que va dormir, nous on veut déjà dormir parce que eux aussi, avec son mari et ses 2 enfants, ils restaient que dans une chambre. Donc, elle vient, elle veut rentrer comme ça là. Elle a marre le visage. J'ai dit, ah, bébé, est-ce que tu as mangé? Oh oui, j'ai mangé. J'ai dit, toi, tu sors le matin, tu ne penses même pas à rentrer chez toi. Tu es seulement chez l'autre toute la journée, tout. Après, elle me dit, maman, tu m'embêtes tout. J'ai dit, je t'embête comment? Elle dit, tu m'embêtes. J'ai laissé. J'ai dit, ah, désolé. Peut-être parce qu'il n'y a personne avec qui jouer dans la maison. J'ai bien dormi le soir là. Elle était fâchée. Elle n'a même pas dormi sur le lit avec moi, elle a dormi sur le canapé. Deuxième jour, je ne suis pas sortie. Le soir, 18h, 19h, j'ai allumé l'encens et tout. Maintenant, elle voulait rentrer manger. Elle me dit, maman, pourquoi tu me chasses? J'ai dit, ah, je te chasse comme mon bébé. Je t'ai tapé, oh non. Je t'ai fait laver les assiettes, oh non. Je t'ai crié dessus un jour, oh non. Mais je te chasse comment? Je t'ai embêté comment? Oh non, tu me chasses spirituellement. Oh yo! Le jour là, si j'étais seule dans la maison, je devais dire oui. J'étais avec une autre cousine qui est venue me rendre visite parce que une cousine avec qui j'étais vraiment beaucoup proche qui est venue me rendre visite le jour là. Elle me regarde, je lui regarde. J'ai dit, je te chasse comment? Elle dit, non, tu me chasses spirituellement avec tes choses que tu allumes tous les jours là. Moi, je ne dors pas bien. Ma cousine me regarde, je lui regarde. Elle est ressortie. Elle disait qu'elle va rentrer quand la fumée va partir. L'odeur va finir. Ma cousine me regarde, elle me dit, va rendre l'enfant là. J'ai dit, est-ce que moi j'ai appelé l'enfant là? C'est la mère qui est venue lui déposer en disant qu'elle n'a pas de moyens. Tu lui as dit, non, c'est mieux que tu appelles la mère, viens récupérer l'enfant. J'ai dit, d'accord, je vais l'appeler. La petite est rentrée, 22h. Elle était fâchée. Fâchée qu'elle a même refusé de dormir avec moi sur le lit ou de manger. Le matin, très tôt, elle me dit, maman, il faut appeler ma mère, moi je ne veux plus rester ici. J'ai dit quoi? J'appelle ta mère. Tu veux me laisser seule? Elle dit, non, moi je ne peux plus rester ici, il faut appeler ma mère. Qu'elle vienne me chercher demain. Parce qu'ici, là, moi je ne me sens pas bien, je ne veux pas rester ici, là. Oh! Je suis restée là, j'ai dit quoi? Elle a passé toute la journée dehors. Moi, j'étais là, je n'arrivais même presque plus à bouger. Je pars à l'hôpital, on me dit non, j'ai plus de sang. Il me reste combien d'hémoglobules? Je ne sens pas mes genoux, rien. Je rentre à la maison. J'ai appelé sa mère qui a dit, ah, l'enfant a dit, tu viens le chercher. Et puis moi aussi, en ce moment, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle a voulu beaucoup bouder. Oh non, moi, je sais que non, machin et tout. Je n'ai pas de situation et tout. J'ai dit non. Il faut venir chercher l'enfant. Si l'enfant a dit de venir le chercher, viens le chercher. Moi-même, là, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas m'occuper vraiment d'elle. Après, la mère a boudé. Je ne faisais que la harceler. Elle est quand même venue. Elle est venue. Elle a pris son enfant, l'enfant a tout ramassé, même les cornflakes, tout ce que j'ai, machin, elle a tout ramassé. Elle est partie. Quand la petite est partie là, j'ai fait presque 4 mois. 4 mois malade. 4 mois, je suis malade. Mon ami avec qui j'étais m'a abandonné sans problème, sans raison, rien. Il a arrêté complètement de m'écrire. Le travail, il n'y avait plus de clientes, on ne m'appelait plus. Je pars à l'hôpital, tu vois, en me disant, tu n'as pas de sang, on ne sait pas ce que tu as au genou. Un temps, tu as la fièvre typhoïde.
Quand on part faire le bilan, on dit mais tu n'as rien. Mais la manière dont j'étais malade. J'étais beaucoup malade. J'ai perdu la chambre, j'étais obligée d'aller m'installer. Ma belle-sœur est venue me chercher. Quoi. Ah, je suis seule à la maison, les parents sont là. Elle vient d'abord rester ici vu que tu es malade. Je suis allée m'installer chez ma belle-sœur. Elle prenait soin de moi, elle me lave, tout. Elle a même fait venir sa mère du village. Sa mère était là, elle me regarde, elle me dit non, pardon, il faut appeler ses parents. Là où je vois, là, c'est pas sûr qu'elle va vivre. Et le jour-là, j'étais en train de... Elle ne savait pas que j'étais là, j'ai entendu, je suis allée à la douche, j'ai pleuré. Ils ont appelé mon frère n'est pas venu. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, si c'est l'heure où il soit fait selon ta volonté, mais ne me laisse pas dans la honte chez autrui, ne viens pas déposer le problème chez autrui. Je suis restée là, j'ai pleuré, non. J'ai tout perdu comme ça là, tout perdu. C'est là où je reçois un coup de fil de quelqu'un que j'avais oublié depuis. Un oncle qui m'appelle, un oncle éloigné qui m'a vraiment aidé comme ça. Comme on dit souvent dans la vie, là, Dieu envoie souvent les anges. Il m'a pris, il m'a appelé. Il a dit, tu vas bien? J'ai dit, oui, ça va. Il m'a posé la question 3 fois, tu vas bien? J'ai dit, oui. Il m'a dit, tu vas bien? J'ai dit, non, ça ne va pas. Il m'a dit, demain, prépare-toi, prends seulement ta carte, je viens te chercher. J'ai dit, tu m'emmènes où? Il dit, non, prends seulement ta carte, on part. Il est venu me chercher. On est parti en province. Arrivé en province, il m'a directement amené à l'hôpital. On a fait tout le bilan. Le docteur a dit non, elle n'a rien du tout. Elle n'a rien, mais il fallait me voir comme quelqu'un qui était à phase terminale du sida. J'étais là, je pleurais. C'est là où ils ont commencé les séances de prière et tout. Le pasteur a dit que non, j'ai fait rentrer une mauvaise personne chez moi, c'était un plan. Et ma petite soeur ne passait pas des moments difficiles, c'était pour venir me détruire. Ils sont allés regarder que non, moi j'étais bien, je n'avais rien, je ne manquais de rien, je travaillais, j'avais quelqu'un dans ma vie. Et la petite, elle faisait comment? Quand mon téléphone sonne, elle espionne. Elle vient me demander, maman, tu as un copain? Je dis non, je n'ai pas de copain. À chaque fois, c'était ça, maman, tu as un copain? Je dis non, je n'ai pas de copain. Mais tu parles avec qui? Je dis non, ce sont des amis avec qui on travaille. Avec des séances de prière pendant combien de temps? J'ai commencé à marcher, à manger, à reprendre la forme. Pendant tout ce temps, personne ne m'a appelé pour demander comment je vais. Pour eux, ils attendaient seulement qu'on va faire passer l'annonce pour dire que voilà, venez prendre le corps, elle est décédée et tout. J'ai dit, Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je suis orpheline de père et de mère, mais toi-même, que ta volonté soit faite. Je n'ai embêté personne en voulant aider. Voilà là où je me retrouve. Je priais, je pleurais. Chaque minute, je m'asseyais, je parlais à Dieu comme si je parlais à quelqu'un. Je lui parlais. Et c'est grâce à Dieu que je suis là encore aujourd'hui. Donc pour dire, mes frères et sœurs, n'abandonnez pas la prière. Des fois, en voulant aider, on se retrouve dans des situations difficiles. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas, on fait plus confiance à nos proches sans savoir que ce sont nos proches là. Il y a d'autres qui sont malveillants, qui veulent nos chutes, notre mort et tout et tout. Mais en faisant ça, tu gagnes quoi? Tu prends ma place ou bien quoi? Je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire de beaucoup prier. Priez sur vos enfants. Priez sur les gens que vous acceptez chez vous. Priez sur l'argent que vous donnez aux gens. Car j'ai une autre histoire, en voulant aider, je me suis aussi retrouvée dans les problèmes. Donc, commentez, likez et partagez. C'était mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMJ, j'espère que vous allez hyper bien. Moi, de mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Cette histoire s'est déroulée dans mon village. C'est l'histoire d'un revenant. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon village, il y avait un monsieur fortuné.
je veux dire, il était hyper fortuné. Très, 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 très fortuné. Donc, pendant que le monsieur vivait, c'est comme s'il savait même qu'il allait mourir tel jour. Parce que non seulement il était fortuné, mais il était tellement généreux, il faisait tellement de dons, il partageait sa richesse avec son entourage, avec même ceux qui ne connaissaient pas. Bref, il suffisait juste que tu le côtoies un peu, voilà. Il partage sa fortune avec toi et tout, et tout, et tout. Quand le monsieur est donc décédé, pour revenir à l'histoire, euh, lors de ses obsèques, c'était du venir voir. C'était du venir voir. C'était tellement grandiose que, ouf, Seigneur, c'était trop grand. Alors, après les obsèques, la veuve éventuellement est restée. Je tiens d'abord à préciser que quand le corps est arrivé au village, parce qu'il vivait en ville, quand le corps arrive donc au village, le soir, lors de la veillée, il y avait, pendant que les gens pleuraient, sur la photo qu'on avait mis à côté de son cercueil. Donc, pendant que les gens pleuraient, la photo pleurait. Pendant que les gens riaient, la photo riait. Quand une personne a vu, et peut-être elle s'est dit que non, voilà, peut-être j'hallucine et tout. C'est l'émotion du deuil et tout. Elle est donc sortie interpeller une autre que regarde. Quand tu vas entrer, observe bien la photo et tout et tout. C'est comme ça que de fil en aiguille, l'information s'est faite. Et tout le monde avait fait ce constat que quand on pleure, la photo pleure. Quand on rit, la photo qui est sur ce que rit et tout et tout et tout. Tout le monde était dépassé que mais ça c'est encore quel genre d'Asimba ça? Ça c'est encore quoi? Ça c'est encore quoi comme ça dans notre village? Chacun a pris son mal en patience. Alors l'histoire même, c'est quoi? Le monsieur quand on a fini de faire les obsèques, la femme a fait une semaine au village, question de se reposer et de ranger tout avant de rentrer en ville. Quand elle rentre donc en ville, peut-être, je vais dire du n'importe quoi, hein, peut-être samedi, non, vendredi, non, dimanche plutôt, autant pour moi, voilà. C'était dimanche qu'elle est rentrée en ville. Le même dimanche soir, il y a certaines personnes, plus ils avaient l'information, il y avait peut-être quelqu'un à côté qui passait l'information et tout, et tout, et tout. Donc, comment dire, l'ennemi n'est jamais loin et tout. Il y a donc des gens qui se sont déportés de la ville pour venir cambrioler. Parce que je veux dire, sa maison du village était du haut standing. Voilà. Quand ils viennent donc pour cambrioler au village, ils arrivent. La porte est fermée à cadenas éventuellement. Ils entrent, ils voient qui? Le monsieur assis dans son canapé au salon, en train de consommer du thé. Quand ils ont voulu fuir, je me suis dit non mais attendez, pourquoi est-ce que vous fuyez? Venez vous joindre à moi et puis on va prendre ensemble ce thé. Il y a un qui dit que non. Il a dit surtout vous ne fuyez pas. Je ne veux faire du mal à personne. Hein? Vous êtes venu faire quelque chose. Je vous accueille et puis vous passez à l'acte. C'est comme ça donc. Ils ont pris le courage en main, puisque honnêtement, ils ne les connaissaient pas. Les bandits même ne connaissaient pas que c'est celui qui était, c'était le défunt du tout. Ils ont pris le courage en main. Ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Après, le monsieur leur demande que vous êtes venus faire quoi, mes enfants? Ils disent que non, on est venu rendre visite et tout et tout. Je dis que mais vous venez rendre visite chez quelqu'un quand la porte est fermée et puis vous réussissez quand même à défoncer la porte et tout. Il disait non, honnêtement, machin, il n'avait pas de mots. C'est comme ça alors que le monsieur a dit ok, je sais ce que vous êtes venu faire. Hein.
Faites ce que vous avez à faire et partez. N'ayez pas peur. Faites comme si de rien n'était. Faites comme si je n'étais pas là et partez. C'est comme ça que les gens là ont cambriolé. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre et tout. Le défunt même a dit que non, ce que vous avez pris n'est pas suffisant. Hein. Il leur a donné des liasses d'argent. Peut-être c'était ça voisinait à un truc comme peut-être 50 millions comme ça là. Il leur a dit non, prenez ceci, ajoutez, vous n'avez pas bien volé, prenez. Ils ont pris. Quand ils sont arrivés dehors, chacun s'est... Enfin, la guerre du pouvoir, la guerre des biens avait commencé alors à cet instant-là. Non, c'est moi qui avais. Non, c'est moi. Non, 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 non. Que comme ça, que comme ça, que comme ça. Des tiraillements, des tiraillements, des tiraillements. C'est où le défunt a encore apparu devant eux. Il a dit que moi, je vous ai donné ça. Pas parce que vous le méritez, vous le méritez. Hein. Je vous ai donné ça parce que je sais que vous êtes venu faire X, Y choses. Alors, il est temps de faire le partage. Et ce partage se doit d'être équitable. Il dit que non, voilà, c'est moi, machin. Oh, oh, oh. Après, il dit qui vous a envoyé. Il dit c'est telle personne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il a encore, de manière étrange, il a encore fait un claquement de doigts comme ça là. L'argent est apparu. Il a dit arrivez, vous le lui remettez ceci. Ils ont pris. Ils sont arrivés. Honnêtement, ils ont remis à cette personne-là. C'était bien, hein? On a bien travaillé et tout, et tout, et tout. Voilà, 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 voilà. Il y a même un monsieur qui était machin comme ça, comme ça, comme ça. Le neveu de ce monsieur qui a envoyé ses amis cambriolés ne savait pas que, honnêtement, c'est son oncle qui, vous voyez. C'est comme ça maintenant qu'un jour, ils ont dit, bon voilà, avant que le corps ne pourrisse dans le cercueil, il va falloir qu'on retire le cercueil avec toutes les gerbes de fleurs parce que le jour de son enterrement, les gerbes de fleurs avaient rempli son tombeau jusqu'à ce que il y avait même encore les autres gerbes qu'on avait versées un peu de partout dans son caveau. C'est comme ça alors que il dit que bon, voilà, les gars, vous avez bien travaillé. Hein? Il va falloir que maintenant qu'on aille plutôt faire ce qu'on appelle qu'on aille profaner sa tombe et puis on va retirer les trucs, on va faire ci, on va faire ça. Quand le corps va pourrir, on va retirer son os et puis ses os, on va aller vendre et tout, et tout, et tout. Mais pour le moment, il faut qu'on se plaise d'abord avant que les gerbes là se gâtent. Il faut qu'on aille retirer ça. On va se faire beaucoup d'argent grâce à mon oncle et tout. Comme ça, alors que les gars ont dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Donc, ils se sont engagés dans cette mission-là. Ils ont retiré les fleurs. Il y avait un camion de voiture. Retirer les fleurs, charge. Quand ils sont arrivés sur la tombe, je ne vous dis pas. Quand ils ouvrent la tombe, quand ils sont arrivés sur le cercueil plutôt, quand ils ont ouvert le cercueil, qu'est-ce qu'ils voient à l'intérieur du cercueil? Le monsieur qui était assis dans son cercueil, il buvait du thé. Il leur a dit, quand il a vu, il a dit, mais non mon fils, ne fuis pas. Viens te joindre à moi et bois du thé. Le cousin qui dit que non papa, c'est toi que j'avais vu dans la maison. Il dit oui, je suis le propriétaire de cette maison. Viens mon enfant, viens te joindre à moi et allez, faisons un toast. Le gars a vu qu'il ne pouvait pas, il s'est une fois écroulé là-bas comme ça là. Les autres ont dit que non, oh machin, ça peut pas se passer comme ça, oh machin. Quand ils sont venus, eux, ils ont vu. Quand ils ont vu comment leur frère s'est écroulé dans la tombe, après un instant, le truc, le tombeau s'est refermé. Mystérieusement comme ça, hein. Le tombeau s'est refermé. Et puis celui-là est allé avec lui dans son tombeau. Tous ceux maintenant qui avaient comploté, même son neveu, tout.
qui sont décédés. Donc, comme pour dire quoi, ayons un peu de respect pour la mémoire de ceux qui sont partis. Ne disons pas que non, parce que il est déjà mort, il ne voit plus. Personne ne connaît l'origine de la richesse de X ou Y personne. Nous devons nous plaire de ce que nous avons. Nous devons nous contenter de ce que nous avons et nous ne devons pas avoir un goût démesuré vis-à-vis du luxe. Si nous avons tellement besoin du luxe dans notre vie, alors travaillons durement pour mériter ce que nous voulons. Parce qu'en empruntant le chemin de la facilité, je vous assure, on ne pourra pas arriver à destination et on ne pourra non plus être fier de nous. Par contre, quand tu travailles soigneusement, quand tu travailles, tu manges à la sueur de ton front. Je ne peux pas vous dire comment l'argent que tu dépenses dignement, l'argent que tu as dignement travaillé, quand tu le dépenses, le goût que ça a, oh non. Donc, je vais inciter mes frères et sœurs qui sont passionnés de la paresse, qui sont passionnés du luxe, mais qui ne veulent pas travailler là, à se mettre vraiment au travail. C'était ça la morale de mon histoire. Merci et très bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une tradie praticienne, une de nos sœurs du Ghana, qui est en plus, elle est aussi une initiée. Elle dit qu'elle est initiée du côté de la lumière. Donc, dans sa tribu là-bas, elle, avec ses compagnons, s'occupe aussi de la protection de l'intégrité territoriale spirituelle de leur clan. Et du côté, sur la lignée matriarcale, elle a reçu pour don de voir donc de voir les êtres qui nous entourent et aussi le secret des plantes, comment soigner les gens avec les plantes. Donc, on va l'appeler Madame Abena. Madame Abena dit alors qu'en fait, déjà, ce qu'elle voit déjà avec... quand elle voit, par exemple, les choses qui nous entourent, je vais dire, les êtres qui nous entourent, il y a plusieurs groupes d'êtres. Certains, elle n'a pas le droit d'en parler, mais ceux dont elle peut parler, ce sont les entités, premièrement, qui habitent de l'autre côté. Là-bas, il y a les entités parasites qui sont en bas et il y a les entités de lumière qui sont en haut. De ce côté-ci, chez nous, les humains, il y a les sorciers, il y a les êtres, il y a les hybrides, il y a les humains, il y a d'autres êtres dont elle n'a pas le droit de parler. Elle dit que les sorciers sont juste des êtres humains qui, à travers des rites occultes, sont allés prêter des entités spirituelles parasites du bas astral pour pouvoir déranger leurs frères ici. Et ces entités spirituelles qu'ils prêtent de l'autre côté pour un temps, parfois on les localise, donc ils ont mis ça dans le ventre, dans la bouche, en bas là-bas, derrière, devant, au niveau de la tête, du dos. Vous comprenez un peu le schéma. Quant aux hybrides, elle parlait, elle disait, regardez par exemple dans vos familles, il y a certaines personnes ici dehors qui sont des hybrides, ne le savent pas. Tout simplement parce que dans leur lignée, il y a un grand-père ou une grand-mère qui a eu une liaison ou un mariage ou une union étrange avec un être, soit de la forêt, des eaux et tout ça. Donc voilà d'où viennent les hybrides. Un jour alors, elle était chez elle, quand son téléphone sonne, c'est une personne qui demande de l'aide, une personne à qui, Madame Kwasi. Quand Madame Kwasi appelle, Madame Kwasi dit, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, j'ai des problèmes graves et tout. Elle lui donne alors rendez-vous. Le jour où Madame Kwasi va arriver, Madame, la tradie praticienne, ou bien l'initiée, je vais dire l'initiée, elle dit qu'elle avait arrangé dans sa cour une zone, donc sur son terrain, une zone où elle accueillait les gens en première consultation. Parce qu'elle avait déjà eu à être attaquée par certains occultistes. Dans son boulot, elle demandait généralement aux gens qui ont des dons, il faut absolument vous initier, que ce soit dans vos religions, que ce soit, il faut absolument connaître comment vous protéger et comment utiliser vos dons pour les mettre au service de l'humanité. Mais en les mettant au service de l'humanité, c'est un peu comme un couteau à double tranchant parce que parfois, il y a des cas que vous ne devez pas toucher. Il y a des cas que vous ne devez pas toucher.
Il y a certains cas, tu vas par exemple, tu veux libérer le gibier d'un groupe occulte et les membres de ce groupe occulte-là, accompagnés des entités qui le servent là-bas, viennent t'attaquer. Ils peuvent t'attaquer toi ou tes enfants. Ce qui fait qu'il y a certains initiés qui, après avoir soigné quelqu'un, ont été frappés, leurs enfants ont été frappés parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher ou bien ils n'étaient pas suffisamment forts ou bien suffisamment entourés. Il y a des cas, il faut aller à plusieurs. Plusieurs initiés doivent aller bagarrer dans le monde spirituel pour libérer quelqu'un de l'emprise du mal. Voilà alors qu'elle, là-bas, elle voit une voiture de luxe avancer. Le chauffeur descend, fait descendre une très belle femme, une sublime beauté ghanéenne. Elle voit la femme avancer. Première chose qu'elle remarque, c'est que cette femme-là marche beaucoup. Donc, elle entre prendre les calebasses, les filtres, les potions et trucs. Comment est-ce qu'elle déterminait ça? Elle disait, quand tu les vois dans le monde spirituel, elle avait des parasites, des entités parasites accrochées sur son corps. Ces entités parasites étaient supposées ressembler à des sortes d'animaux, de fœtus avortons d'animaux étranges, horribles, accrochés sur la personne. Ça ressemble un peu à ça, quelque chose d'horrible. Des petits trucs horribles qui sont accrochés, un peu comme des trucs de souris ou bien accrochés sur, mais étranges, horribles, vraiment accrochés sur la personne. Elle dit quand elle voit ça, c'est que, ok, ça c'est une femme qui marche, ou bien c'est un homme qui marche beaucoup, qui appartient à beaucoup de choses très sales. Donc, elle demandait à ses sœurs africaines et ses frères, faites attention, on vous demande, va là-bas, lèche ceci avant de parler avec lui, tu vas lui parler, il va faire tout ce que tu veux, prends ça, tu enfonces là-bas en bas, quand il va entrer en bas, il va caler, prends ça, tu tournes avec, quand ils vont te voir, ils vont t'aimer, sachez que vous êtes en train de mettre des entités parasites sur vous qui ne vont pas vous lâcher toute votre vie tant qu'on ne les retire pas. Et ils vont vous pourrir la vie après que vous ayez obtenu ce que vous vouliez obtenir. Donc voilà alors la dame qui approche. La tradie praticienne dont l'initié dit à un moment, mon Dieu, elle avait été frappée par une odeur pestilentielle qui l'avait fait larmoyer. Tellement l'odeur, elle avait l'impression que c'était un cadavre en état avancé de putréfaction qui se trouvait devant elle. Elle regarde la dame qui s'approche et dit, mon Dieu, ça c'est quoi ça? C'est encore quel niveau que je vais voir là? La dame s'approche, s'assoit, l'initié dit qu'elle attrape seulement son cœur, n'a pas l'idée, l'odeur c'était terrible. Quand la dame s'assoit, maintenant la dame lui explique alors, elle dit qu'elle est une jeune dame, elle a vraiment réussi dans la vie, elle a ses 2 enfants, mais elle n'est pas encore mariée. Elle a un business, elle a une compagnie qui s'occupe de faire la propreté dans plusieurs bureaux. Donc elle a ce contrat-là, tout va bien dans sa vie. Mais côté amour, c'est grave. Au début, quand elle était jeune, elle ne voulait pas, elle était un peu, tu vois, non, je veux un ministre, je veux quelqu'un, je veux un directeur, je veux... Maintenant, elle avait baissé la garde. Même son employé, elle pouvait épouser. Elle prenait bien soin des hommes. Mais dès qu'un de ces hommes entendait mariage, le gars fuyait jusqu'à laisser le caleçon derrière. Mais ce qui était étrange, c'est que quelques mois plus tard, le gars épousait une autre fille. Prouvant ainsi que ce n'était pas en fait un problème de peut-être il ne voulait pas se marier, il avait peur d'être marié. Non, il veut se marier, mais il ne veut pas se marier avec elle. Ils ne veulent pas se marier avec elle. La femme alors vient alors poser ce problème-là. Donc, l'initié lui avait alors dit, tu me donnes ton nom, ton âge, donc, la date, le lieu et l'année exacte, s'il te plaît. Ton truc de naissance, le nom de ta mère aussi et celui de ta grand-mère. J'ai envie de vérifier au niveau de tes étoiles. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un karma? Est-ce que c'est quelque chose? Tu es en train de payer pour quelque chose que tes grands-parents ont fait? Est-ce que c'est juste un problème de temps? Peut-être ton étoile est juste dans la zone d'ombre. Il faut juste que tu patientes, tu pries le temps que ça sorte dans la zone de lumière. Donc, elle a pris tout ça. Et avant que Madame Kwasi ne parte, la patiente ne parte, elle lui avait remis des écorces et des herbes. Elle lui avait montré comment se laver avec ce qu'elle lui avait remis et ce qu'il fallait faire avec les autres. Il fallait aussi qu'elle brûle apparemment les autres et qu'elle tienne un certain régime. Quand Madame Kwasi part, l'initié dit alors qu'elle est partie d'abord demander à ses ancêtres parce qu'elle ne fait rien, elle ne touche pas à un dossier sans avoir demandé. Est-ce que je peux ou pas? Les ancêtres ont dit, vas-y un peu mollo, nous sommes en train d'observer la scène. Quand elle a alors reçu ça, elle est alors allée dans le monde astral, contacter alors. Elle dit qu'il faut d'abord qu'elle contacte les initiés du clan de la dame
Les initiés de la famille de cette dame-là, et puis après montent vers les ancêtres. Donc pour demander, est-ce que vous me permettez d'avancer? Est-ce que vous me permettez de voir ce qui se passe? Est-ce que vous me permettez d'aider la personne-ci? Après avoir vu, après qu'on lui ait montré, elle demande, est-ce que je peux l'aider? Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce que vous pouvez me montrer comment je vais l'aider? Est-ce que c'est une plante? Est-ce qu'il faut faire tel truc? Il faut aller où? Il faut faire quoi? C'est une eau? C'est une plante? C'est quoi? Quand elle fait alors là, ce qu'elle a entendu là-bas, elle dit quand elle est sortie de la transe, elle a confirmé que l'être humain, vraiment, c'est grave de notre côté. Elle disait qu'il y a certains êtres, il y a certains humains qui prennent le bulldozer. Ils vont creuser leurs propres problèmes. Ils trouvent le sac de problèmes, ils posent sur la tête. C'est quand ça les dépasse qu'ils appellent au secours. Le jour du rendez-vous arrivé, voilà Madame Kwasi, la patiente qui atterrit chez elle. Elle regarde la femme. Elle dit qu'en tout cas, c'est la première chose premier constat, l'odeur horrible là avait un peu diminué. Donc, le parfum de la femme bagarrait déjà un peu dignement avec l'odeur qui sortait du corps de la femme. Donc, c'était déjà devenu 1-1, le score. Elle demande alors à Madame Kwasi que, ma chérie, je suis allée demander, même tes ancêtres ne veulent pas t'aider parce que ton cas est grave. Quand tu étais jeune, tu as mené une vie de bamba terrible. Donc, tu étais dehors grave. Tu n'étais même pas du style que tu allais peut-être jouer avec les célibataires comme toi et tout. Non, tu ne calculais, ton goût, c'était seulement les hommes mariés. Et si tu sais, chaque fois que tu le fais, le nombre de malchances, normalement, karma que tu portes en touchant au mari d'autrui. Deuxièmement, les femmes de ces hommes-là, le nombre de fois qu'elles te maudisaient parce que tu étais en plus de ça impoli, tu voulais absolument les humilier. Troisièmement, tu allais aussi pratiquer sur eux, tu allais faire des choses pour les attacher. Donc, sais-tu combien de sales trucs tu as porté sur toi? Mais cerise sur le gâteau, c'était quoi? Dans tout son ébambala, elle était un jour tombée sur un monsieur marié. Ce monsieur-là était, sa femme vivait, bon, elle ne vivait pas, elle avait vécu un certain temps, quelques années à l'étranger parce qu'elle avait accouché un enfant qui avait des problèmes cardiaques et il suivait une thérapie intense de l'autre côté. Le monsieur alors faisait des va-et-vient, il travaillait là-bas au Ghana. Alors, étant donné que le corps, vous voyez les besoins physiologiques, il avait fait un contrat avec la Jagger que mamie, je te prends un peu comme un employé. Quand je veux me décharger, je passe, je me décharge, je te paye. Mais autre chose, je ne veux pas. Je peux aussi t'aider avec les contacts et tout ça, mais autre chose, je ne peux pas t'épouser, je ne peux rien avoir avec toi, je ne peux pas faire d'enfant avec toi, rien. Mais la fille avait le gros cœur. En plus de tous les hommes mariés qu'elle jonglait de gauche à droite là, elle s'est aussi accrochée, elle voulait absolument faire des trucs à l'homme là. Et voilà comment, quand la maman, quand la dame, la femme du monsieur était même arrivée au Ghana, cette jeune fille avait tout fait pour l'humilier en public, pour l'humilier partout où elle pouvait. Et cette femme-là, le cœur lourd de douleur, l'avait maudit d'une façon terrible. Et voilà qu'elle payait déjà les fruits de son travail. Donc, Madame Abena, la tradipraticienne, lui avait juste dit, ma chérie, tout ce que tu peux faire premièrement, si tu peux aller vers la femme là, tu supplies la femme. Même s'il faut que tu te couches, tu t'enroules à terre, enroule-toi. S'il faut que tu dormes devant sa porte, dors. Il faut que cette femme-là te pardonne. Elle n'a même pas besoin de venir ici. Il suffit qu'elle ouvre juste la bouche. Elle dit, je te pardonne. Tes ancêtres auront entendu et pourront alors m'ouvrir la voie pour que je t'aide. Sinon, hein, ton cas là, c'est grave. Les petits parasites que tu as sur toi là, on peut gérer ça. Ça va prendre du temps, les lavages, les trucs pour pouvoir récupérer ce qu'on peut récupérer de ton corps et tout ça. On peut gérer. Mais le plus haut truc, tout ce que tu as fait à toutes ces femmes-là, mais surtout à celle-là, si celle-là peut déjà ouvrir sa bouche pour te pardonner, on commence à gérer déjà le gros du problème avant de voir les petits. Tu as compris? La famille, la femme est partie, elle n'est plus revenue. Madame Kwasi est partie, elle n'est plus revenue. Que chacun porte son fardeau sur sa tête. Passez une bonne journée, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. DMG, bonjour. La famille DMG, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Pour dire que j'ai une petite histoire à raconter. C'est mon petit vécu. Bon, j'ai remarqué, je passe à un carrefour où j'habitais.
À chaque fois, je croise quelqu'un qui est assis, mais il est vide. Mais la toute première fois que j'ai posé mon regard sur lui, c'est la pitié que j'ai ressentie pour lui. Parce que je dis souvent ici au Gabon que nous avons l'habitude d'abandonner nos familles quand ils sont malades. Voilà. Pour moi, il était fou, donc voilà. Donc, quand j'ai posé mon regard sur lui, donc, c'est tout de suite un sentiment de pitié que j'ai eu vis-à-vis de cette personne. Et à chaque fois, ça veut dire que ça va faire au moins 1 an, ça faisait au moins 1 an que je voyais cette personne. Toujours assis au même endroit, toujours concentré, toujours avec les mêmes vêtements. Bon. Et après, moi, je l'ai ignoré. Voilà. Il faut se le voir et puis voilà quoi. Mais au mois d'avril dernier, je suis tombée malade. Quand je tombe malade au mois d'avril, on va dire vers le 20, 19 avril, je suis tombée malade. Excusez-moi, je suis allée à l'hôpital. À l'hôpital, on me donne un traitement et on va me dire de rester à la maison. On m'a donné 1 semaine. Il fallait que je reste à la maison. Mais après les 1 semaine, je suis venue au travail, ça n'allait pas. Et mes chefs m'ont dit de repartir, de me reposer. C'est comme ça dans la maladie, chemin faisant, on va dire dans le 29 mai, je suis atteinte de dormir. Je veux dire que j'étais atteinte de divaguer dans le sommeil. Bon. Comment je suis initiée. Donc de temps en temps, je vois des choses. Dans la divague de la maladie, parce qu'on va dire que c'est le neuropalu qui fait souvent que les gens puissent divaguer dans la maladie. Donc moi, je me retrouve à un endroit où on me montre cette personne-là, ce monsieur-là. C'est un monsieur bel homme, grand de taille. Oh Seigneur. On me le montre. On me dit, tu as vu cet homme-là? Il est mort. Je dis, comment ça, il est mort? Mais non, il est mort. Puisque toi, tu as pitié de lui, il est là, il ne sait même pas ce qu'il fait là, il est mort. Il travaille dans son pays. Je me suis réveillée, j'ai dit, ah, ça c'est quel quartier de rêve. Voilà le 1er, le 2, le 3, je me rétablis, donc on va dire le 5. Le 5, bon. Je vais prendre mon petit-fils, on va sortir, on allait faire des petites courses, mon petit-fils et moi. Et là, je vais commencer à... Mon petit-fils me dit, ah, mais quand tu étais malade, j'ai eu peur, machin, tout ça. Non, j'ai dans mon petit-fils que... Oui, moi aussi, j'avais peur. Mais c'est moi, j'ai vu quelque chose. Parce que mon petit-fils, il a 9 ans, mais il cause beaucoup, il est très intelligent. Je dis, oui, moi aussi, j'ai eu peur, mais c'est moi, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas compris. Il me dit quoi? Je dis, il y a un monsieur que tu veux assis là-bas, là, au carrefour. Il me dit, oui. Parce que je sais que ce monsieur, que vous le voyez ou pas, vous allez forcément le voir. Je lui dis, ce monsieur, on me l'a montré en me disant qu'il est mort. Enfin, on a causé, puis on est parti. On a fait la course. Quand on revenait, le monsieur n'était plus assis pour une première fois dans l'histoire depuis 1 an qu'il change d'endroit. Je le trouve maintenant debout de l'autre côté, parce que souvent il est assis. Mais dans le sens contraire, il est là-bas debout. Et l'enfant et moi, on vient me passer. Je dis à mon petit-fils, c'est celui-là, il me dit, mais je sais que quand tu as dit, je savais que c'était lui. Je dis, je ne sais pas pourquoi on m'a montré qu'il était mort. Et puis on a continué à marcher. Je vous jure, la famille, on a marché peut-être parce que je vais dire de la route jusqu'à Choma-Saumon, on va dire quoi, 15 km à peu près. On a marché au moins de 5 km. C'est comme ça maintenant, je me rends compte que pendant que l'enfant et moi on est en train de marcher, il y a quelque chose qui est venu rentrer dans mon œil. Même quand c'est une insecte qui rentre dans l'œil, on voit comment l'insecte arrive et ça rentre. Mais là, je n'ai pas pris, je n'ai pas vu l'insecte arriver, mais seulement, tout de suite, il y a quelque chose qui est rentré dans mon œil. Comme c'était du piment, j'ai eu mal dans mon œil droit. J'ai crié, l'enfant me demande, il y a quoi, mais j'ai dit, je ne sais pas, quelque chose dans mon œil, quelque chose dans mon œil. Comme c'était, je ne sais pas, ni le sable, ni les cailloux, ni l'insecte. Et quand j'ai dit à l'enfant de regarder pour souffler dedans, il me dit qu'il a vu les cailloux tomber de mon œil. C'est mon petit-fils qui me dit ça. Et je vous jure que l'œil là m'a dérangé au moins jusqu'au 10. Donc du 5 au 10, au moins cet œil m'a dérangé. Et il y a, on va dire quoi, il y a 2 jours passés, donc je vais dire mardi, je parlais avec quelqu'un et puis j'ai parlé de ça. En fait, je n'avais pas encore fait le rapport. Donc j'ai dit à la personne que j'ai vu quelqu'un m'a montré que la personne était morte et tout machin. Mais c'est ce matin que je réalise que mes enfants, c'est le jour que j'ai dit à l'enfant que ce monsieur, j'ai montré à l'enfant que le monsieur, on m'a montré qu'il est mort, qu'on m'a mis je ne sais pas quoi dans l'œil droit et j'avais mal. Mais si j'ai fait le lien ce matin, c'est parce que hier soir,
Avant de dormir, j'avais comme, je ne sais pas quoi, des trucs qui marchaient dans mon œil. Hein. Sincèrement, qui marchaient. J'avais mal dans l'œil. Mais il n'y avait rien. J'ai demandé à l'enfant de regarder, il n'y a rien dans l'œil. Et c'est ce matin que je sens le refuge du matin. C'est vrai que le jour que l'insecte est rentré dans mon œil, je ne sais même pas, ce n'est pas l'insecte parce que l'enfant me dit que c'est les cailloux qui sont tombés de mon œil. Excusez-moi, mais ce sont des petites pierres qui sont tombées de mon œil. Mais ce jour-là, c'est le jour que j'ai montré à l'enfant que c'est ce monsieur qui m'a montré qu'il était mort. Donc, voilà pour dire que la famille, le dehors est grave. Et chacun tire, voilà quoi. Moi, je sais pas c'est quoi la morale de l'histoire, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on marche là, on vit avec des morts vivants, on vit avec des gens qui ont été tués quelque part et qui travaillent dans des pays différents. Parce que cet homme-là, il n'est pas gabonais, comme vous le voyez, il n'est pas gabonais. Donc voilà. Merci, likez, partagez et plein de bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour BGM, j'espère que vous allez bien. C'est ma première fois de narrer une histoire ici et voilà. Mon histoire aujourd'hui porte sur une jeune fille qui faisait du trafic avec un monsieur, un expatrié. Je vais taire sa nationalité, mais il faisait dans le bois à l'est. En fait, comment il procédait? Le monsieur travaillait de connivence avec une jeune fille, environ 20 à 25 ans. Oui, la jeune fille, une fois alors, comment ça s'est passé? La jeune fille, elle avait garé sa voiture, une ML 360, très belle voiture. Elle avait garée au niveau du marché qu'on appelle Ngololo, au Cameroun. Bon, et voilà. Il y avait donc un monsieur très spirituel qui passait. Le monsieur passe devant la fille. Il ressent une sensation bizarre. Il s'arrête. Il revient devant la fille. Elle est adossée à sa voiture. Elle manipule le téléphone et tout. Le monsieur regarde la fille en face. Elle le regarde également. Il dit: je ne peux pas passer ici là sans partir avec la chevillère que tu as au pied là. Donc, donne-moi ça et moi je vais quitter d'ici. La fille le regarde la tête aux pieds d'une manière méprisante. Elle dit qu'elle n'a pas de temps à perdre et puis qu'il dégage. Voilà donc comment le monsieur saute sur le pied de la fille, il arrache la cheville qu'elle a au pied. Pardon. Il arrache la cheville qu'elle a au pied. Et il reste là, il regarde la fille, s'agite, elle dit: comment, remets ma cheville et tout, tu fais quoi avec, pourquoi est-ce que tu veux pour ma cheville et tout. Entre temps, il y avait le jeune homme que la fille attendait sur place qui arrive. Il arrive, elle explique la situation. Le jeune homme maintenant se met à prendre la défense de la fille, dit au monsieur: donne-moi la cheville, là, sinon je vais te faire du mal et tout. Le monsieur est très calme, posé. Les Benskiner, tout le monde s'arrête, on regarde la scène et puis il pose les questions. Mais les Benskiner sont intrigués parce qu'ils regardent le monsieur. Le monsieur est quand même bien vêtu, il n'a pas l'air louche. Et il est très posé quand il parle. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce genre de problème parce qu'ils ne connaissent pas où est-ce que la fille là connaît le monsieur. Elle dit pourtant qu'elle ne connaît pas le monsieur. Et le jeune homme qui venait revoir la fille, lui, il était très très agité. Il disait: donne-moi ça et tout, je vais appeler et tout et tout. La fille dit: non, laisse, moi-même je vais appeler les autorités pour ça. Voilà donc comment la fille appelle le blanc avec qui elle travaille. Le blanc, lui aussi, renvoie le numéro d'un commandant. Le commandant vient sur place. Que le commandant le retrouve en fait. Et le monsieur lui dit que bon, lui n'a pas le temps d'attendre le commandant sur place. Il va prendre le taxi, il va partir chez lui. Donc, s'il veut le connaître de chez lui, il n'y a pas de problème. Qu'elle entre dans la voiture, qu'elle le suive. Lui, il ne cache pas sa maison. Il n'est pas bandit. Ce qu'il fait, il fait ça parce qu'il est sûr de ce qu'il fait. Il entre dans la voiture, dans un taxi, il part. La fille entre dans la voiture avec son jeune garçon, c'est à les suivre. Dès qu'ils arrivent maintenant chez le monsieur, il y a toujours du bruit, du boucan et tout. Quand le commandant arrive sur place,
Le commandant, avec ces éléments, il demande à voir le monsieur. Le monsieur sort de sa maison, très calme toujours. Il dit, autant pour moi, il dit, monsieur, vous tenez un objet qui nous appartient, pas vous avez arraché ça, veuillez me suivre au poste parce que cet objet ne vous appartient pas, vous avez arraché. Il dit non, il n'y a pas de problème, mais il peut aller au poste, mais il ne peut pas sortir de sa maison avec cet objet, parce que cet objet est très dangereux. Le commandant, lui aussi, était très étonné. Il dit, mais attends, je vous parle, vous me parlez du dangereux. Est-ce que cette histoire vous regarde? Ça soit dangereux ou pas, ça vous regarde pas. Donner son objet. Le monsieur, très posé toujours, il dit au commandant, attends, peut-être vous pensez que moi, je suis une personne simple comme les autres. Je vais vous dire donc. Il se met à dire, il dit le nom du commandant, le nom du père du commandant, le nom du père du commandant, le nom de la mère du commandant, le nom de la grand-mère du commandant, le nom des enfants du commandant. Il dit, tu vois, moi j'arrive à trouver tous ces noms sans qu'on se connaisse. Donc, ce que je vais vous dire là maintenant, vous, la loi, vous demandez toujours les preuves palpables. Moi, ce ne sont pas des preuves palpables que j'ai, c'est des preuves spirituelles. Voilà par un exemple, je viens de donner le nom de ta famille, donc tu dois me croire. Le commandant maintenant il devient plus intrigué, il écoute, il dit que oui, qu'est-ce que vous reprochez exactement à cette fille? Il dit, cette fille que vous voyez là, elle fait du trafic d'êtres humains avec un Européen. Et pour avoir des clients qui vont aller travailler à l'est, là-bas, dans les bois là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Elle reste ici là, pour la draguer. Dès qu'un jeune homme la drague, très facilement, ils partent, ils couchent ensemble, ils font l'amour. Et elle, maintenant, après avoir fait les lovey, comme on dit chez nous aussi au pays, elle prend son pied, où il y a la cheville, elle dépose ça sur la cuisse de sa cible. Voilà comment la transaction se fait. Dès que ils arrêtent de se voir, dès que la fille part, dès que le monsieur aussi se sépare, le monsieur n'a pas 2 ou 3 jours. Le monsieur meurt. Voilà donc comment, au lieu de mourir normalement, il passe seulement là-bas à l'est travailler pour le blanc là. Donc il part là-bas, il travaille là-bas. Donc voilà ce que la fille a fait. Maintenant, le jeune homme qui était en train de défendre la fille au début, il écoute ça. Doucement, il commence à rentrer, il se tourne, il dit que Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé en mettant cet homme sur la route. Le jour qu'il a le rendez-vous avec cette femme, il part, il laisse la fille. Le commandant dit que bon, lui, cette histoire est un peu compliquée pour lui. Il ne veut pas mettre sa tête dedans. Il ne peut pas ramener la fille parce qu'il n'a pas de preuves palpables. Lui, il n'arrête pas le monsieur là, que la fille elle-même se débrouille à prendre ses chaînes. Lui aussi se lève, il part. La fille aussi, elle se tourne, elle part. Le monsieur a dit que cette chaîne-là a déjà tué beaucoup de personnes et tu ne vas pas continuer au nom de Jésus. Elle a entendu le nom de Jésus, voilà comment la fille a commencé à crier et tout. Elle allait entrer dans sa voiture, elle a démarré la voiture en vitesse, elle est partie. Bon, voilà un peu l'histoire. C'est pour vous dire que d'ici-bas, quand le bon Dieu décide que c'est pas ton jour, le gars devait mourir, pourtant lui bagarrait même avec son bienfaiteur. Donc il faut être prudent quand on parle avec des personnes qu'on ne connaît pas pour la première fois ou bien qu'on ne connaît pas réellement. Il faut toujours mettre le nom du Jésus-Christ, de Dieu devant dans tout ce qu'on fait. Bon, voilà, merci. C'est ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour la grande famille DMG. Ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez mon audio. J'ai vécu une expérience hier que j'aimerais partager avec vous. Je voudrais dire aux gens de faire très attention parce que le dehors maintenant, on ne sait plus. Même rendre un service est devenu compliqué. Donc je suis une fille camerounaise et hier, j'allais récupérer un courrier. Donc je précise que sur moi, je n'avais pas de sac, j'avais juste un cabas, j'avais le courrier et j'avais mon téléphone que j'avais bien gardé.
Donc, la moto me laisse en face de l'entrée de mon quartier parce qu'il faut traverser la route pour aller dans mon quartier. Et à l'entrée de mon quartier, il y a un très grand bar. Et du coup, en face, il n'y a pas beaucoup de... Donc, c'est un quartier, mais il y a des boutiques. Et il était 20h. Et à cette heure-là, les boutiques là sont fermées. Donc, c'est sec. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, quand la moto me laisse, et c'est un virage, c'est très difficile de traverser la route là-bas. Je fais 2 à 3 minutes là-bas en espérant traverser, mais c'est assez compliqué. Il y a un monsieur qui s'approche de moi. J'aimerais dire que c'était un monsieur assez normal, pas jeune et pas très vieux. Il pourrait avoir dans la quarantaine, 45 ans. Donc c'était quand même un homme âgé. Il s'approche de moi avec une... Ça dit que avec un aspect de quelqu'un qui est désespéré. Bonsoir ma fille, est-ce que c'est la station Nickel ici? Je dis, moi très méfiante parce qu'on aime dire que je suis superstitieuse, mais je préfère encore vivre comme ça que de vivre dans l'ignorance. Je me recule parce qu'il voulait trop entrer dans moi. Je me recule un peu avec la méfiance, donc je me rassure que j'ai bien gardé mon téléphone. Je me dis que bon, certainement c'est pas pour m'agresser puisque je n'ai rien sur moi qu'on peut prendre. Il me dit, ça sonne quelle heure ici? J'ai dit, oui, monsieur. Il fait qu'insister. On m'a dit qu'en face, il y a un immeuble avec un hôpital en bas qui s'appelle Hôpital La Grâce. Je dis que papa, je ne connais pas. Comme vous voyez, en face ici, il n'y a rien. Le côté qui bouge, c'est le côté de la station avec le grand bar que vous voyez. Mais du côté où nous sommes là, il n'y a rien. Il n'y a qu'un immeuble là-bas. Vous pouvez aller regarder là-bas. Il dit que, ouais, ma fille, pardon, est-ce que tu peux m'aider? Je voulais savoir. J'ai dit que papa, sur cette rue-là, si vous ne voyez pas ici où nous sommes là, essayez de longer la ruelle et vous allez regarder. Moi, je ne connais pas un hôpital, ce qu'on appelle Hôpital La Grâce. Entre-temps, nous étions sur le trottoir, donc je voulais traverser la route. Il y a une moto qui passe derrière nous. Je vous dis que la moto est passée peut-être en 2 secondes et c'était la nuit. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait pour remarquer la moto là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour remarquer le visage du monsieur, si ce n'est pas Dieu. Je ne sais pas ce que ça peut être. Après, la moto qui nous a traversé revient, il se place sur le goudron et il revient maintenant comme une moto qui vient demander, ma chérie, tu vas où? Je ne réponds pas. J'observe les deux. Le monsieur qui me demandait le renseignement s'adresse à l'autre monsieur et lui dit, s'il te plaît, est-ce que c'est la station Nickel ici? Vous êtes sûr que c'est la seule station qu'il y a ici? S'il vous plaît, je cherche un immeuble. Le monsieur qui avait la moto reprend la même phrase que l'autre m'a dit précédemment. Ah oui, oui, c'est Nickel ici. On m'a dit qu'en face, il y a un immeuble avec un hôpital qui s'appelle Hôpital La Grâce. J'ai compris que les deux là sont de mèche. Parce que la moto ne pouvait pas imaginer ce que le monsieur m'a dit à l'instant. Donc, il a répété la même chose que le monsieur a dit. Quand j'ai entendu ça, déjà que j'étais méfiante, et dans mon cœur, il disait que je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais j'étais très embrouillée. Les deux me parlaient en même temps, et le monsieur qui était là avant ne faisait que se rapprocher de moi pour me parler. Je ne comprenais pas, je voulais embrouiller, j'ai traversé la route en courant. J'ai dit qu'ici, même si la circulation... Et entre-temps, du moment où je parlais avec le monsieur, la route était toujours en circulation, hein. Donc, je vérifiais la route pour voir si je peux traverser, mais c'était impossible pour moi de traverser. Mais dès que le benzineur chez nous, c'est les conducteurs de moto, a dit la même phrase que le monsieur, j'ai traversé la route en courant. Et quand je traverse la route en courant, j'arrive au milieu de la route. Je me retourne, je me rends compte que le monsieur qui s'est adressé à moi en premier monte sur la moto de l'autre. Et l'autre fait genre, je vais vous montrer où c'est. Ils avancent, ils partent. Je me suis dit dans mon cœur que je ne sais pas ce que vous vouliez faire avec moi. Parce que ce n'était certainement pas pour m'agresser. Parce que si c'était pour arracher quelque chose sur moi, vous l'auriez fait depuis. Parce que quand on veut t'agresser, si c'est que tu es debout, soit on vient vers toi, on te demande, donne ce que tu as et on te montre une arme blanche. Ou bien alors, on arrache ce que tu as et on part. On ne discute pas avec toi pendant 2 à 3 minutes. J'ai dit à mon cœur que ce que vous vouliez me faire là, je ne sais pas si c'était pour m'endormir ou m'hypnotiser ou me faire monter sur la moto. Et seulement de mon cœur, Seigneur, merci. Merci vraiment. Et je me suis dit que si ça avait été un enfant, avec
toute la naïveté que les enfants ont ici et la gentillesse de vouloir aider le monsieur. L'enfant serait peut-être monté sur la moto et serait parti. On ne sait pas ce qui allait m'arriver là-bas. Donc faites très attention. Parlez à vos enfants. Même le renseignement est devenu coûteux pour nous. Quelqu'un te demande un renseignement, je ne suis pas du quartier, je ne connais pas. Tu pars, tu fais ce que tu as fait. On s'en fout maintenant de que il faut être poli, il faut être non. Quand ton cœur te dit ici, là, c'est vrai que j'ai un mauvais pressentiment, vous partez. Merci, c'était la petite expérience que j'ai vécue. Je ne sais pas si elle est mystique, mais elle est du moins très étrange. Parce que je n'avais rien qu'on pouvait arracher sur moi. On pouvait m'agresser, mon téléphone n'était pas visible. Je n'avais que mon courrier, donc une lettre en main, c'est tout ce que j'avais. Merci et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.